puisqu'on vient d'entendre des très belles chansons d'amour. Je vais aussi vous parler d'amour. Quand j'étais un petit garçon, pas plus haut que ça, je pouvais passer des heures accroupi au bord du moindre petit trou d'eau, quand il y avait quelques petites bestioles qui grouillaient, ou à regarder les insectes et les fourmis. J'étais amoureux fou de la nature. Et puis quand j'ai commencé à grandir, on m'a dit maintenant il faut devenir un peu sérieux mon garçon, il faut être capable de choisir, il faut comprendre qu'il y a des réalités, économiques, qu'il y a des contraintes, qu'il faut choisir. Si on veut créer des emplois dans ce pays, il faudra bien accepter de sacrifier un peu de nature sur l'autel de la croissance. Il faudra bien, si on veut créer des emplois, de sacrifier un petit peu de ce qu'on appelle maintenant la biodiversité. Et puis, je crois que j'ai dû rester un peu longtemps, un petit garçon, je suis encore un petit garçon dans ma tête sans doute, j'ai pas voulu choisir. Et tout ce que j'ai fait en fait dans mon parcours professionnel, dans mes travaux, dans mes recherches, ça a été de dire, mais finalement, comment on peut ne pas avoir à choisir entre la nature, entre ce qui est beau dans la nature, entre la biodiversité et la création de valeur dont nous avons besoin, puisqu'il faut que tout le monde vive, il faut que tout le monde puisse travailler, il faut qu'on puisse créer des richesses et distribuer ces richesses, c'est le rôle de l'économie, c'est vraiment un dispositif inventé par l'homme pour ça. Alors, je me suis lancé dans une toute petite mission, une toute petite tâche sans grande ambition, qui était de réconcilier l'homme, la nature et l'économie. Alors, de quoi on parle quand on parle de tout ça? On parle de prospérité. Mais si je vous dis prospérité, vous pensez à quoi? Vous êtes déjà en train de vous tâter le portefeuille pour regarder s'il est bien épais. Vous êtes en train de penser à la belle voiture que vous avez laissée au garage. Vous êtes en train de penser à la belle maison avec piscine que vous avez ou que vous avez envie d'avoir peut-être. La prospérité, voilà, c'est à ça qu'on pense aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de se replonger un peu dans l'histoire des mots, dans l'étymologie. Prospérité, ça vient de deux mots grecs. Pro, qui veut dire vers l'avenir, devant, et spéro, se projeter. Donc c'est se projeter vers l'avenir. La prospérité, ce n'est pas l'accumulation de richesses aujourd'hui, c'est la capacité à penser et à planifier et à préparer son avenir. C'est la capacité à retrouver la confiance en l'avenir et donc la confiance en soi aujourd'hui. C'est la capacité à retrouver la confiance les uns dans les autres pour former ensemble des projets. Et le paradoxe, c'est que nous sommes dans une société qui n'a jamais été aussi riche, aussi prospère, au sens où on l'entend habituellement, mais qui pourtant n'a jamais eu aussi peu confiance en elle-même, aussi peu confiance en l'avenir. Les clients n'ont plus confiance dans les entreprises n'ont plus confiance dans leurs sous-traitants, les salariés ne font plus confiance aux patrons, les électeurs ne font plus confiance aux élus, aux hommes politiques, d'ailleurs ils s'abstiennent, ou ils commencent à voter extrême de plus en plus, et on a des vraies crises systémiques dans tous les sens, qui sont en grande partie liées à cette perte de confiance, à cette perte de lien. Alors comment on peut faire? La permaéconomie, c'est avant tout la question de retrouver la confiance. Alors, la permaéconomie, c'est aussi trois principes, trois mots-clés que j'ai mis là. Trois mots-clés qui traversent l'ensemble de l'univers, qui traversent l'ensemble des systèmes vivants, qui traversent l'ensemble des organisations humaines, et qu'on a souvent tendance à oublier, parce que quand on se spécialise dans les études, on oublie un petit peu ces termes-là, c'est la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la règle c'est la science qui étudie la circulation de l'énergie dans l'univers. Cette énergie, elle est constante en quantité. Mais cette énergie, elle circule et chaque action transforme de l'énergie et disperse de l'énergie. L'énergie, une fois qu'elle a été utilisée une seule fois, elle ne peut pas être reconstituée, elle ne peut pas être recyclée. On parle aujourd'hui d'économie circulaire et on oublie souvent que l'énergie, c'est effectivement le facteur limitant, c'est ce qui nous permettrait de faire une véritable économie circulaire, mais nous ne l'avons pas, cette énergie. La deuxième chose, c'est la complexité. Et là, c'est un mot formidable, c'est un mot extrêmement beau, la complexité. Je parlais d'amour, mais la complexité, c'est exactement ça aussi. La complexité, c'est le principe qui veut que finalement, ce qui prime sur les entités, ce sont d'abord les relations, ce sont d'abord les liens. C'est vrai en écologie, bien sûr, un écosystème fonctionne puisque les organismes vivants ont des relations, ont des liens entre eux. Mais c'est vrai aussi en économie. On ne peut pas imaginer un acteur créer seul de la richesse. Ce qui crée de la richesse, c'est ce qu'on appelait le commerce en ancien français. C'est donc la relation commerciale, mais relation humaine aussi avant tout. Et enfin, le dernier point, c'est l'émergence. Et ça, l'émergence, c'est magique aussi. Et l'émergence, c'est permis par la complexité. L'émergence, c'est cette loi, ce principe qui veut que le tout est toujours plus que la somme des parties dans un système complexe. Un écosystème est plus que la somme des espèces qu'il abrite. Une entreprise est plus que la somme des individus qui travaillent dans cette entreprise et la somme des compétences des individus qui travaillent dans cette entreprise. Et ces principes-là, ils sont fondamentaux, ils traversent effectivement tous les domaines de l'écologie, de la biologie,
de l'astrophysique, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, mais aussi de l'économie et de la création de richesses par les entreprises. Alors la complexité, on a tous peur un peu de la complexité. Ce mot est malheureusement connoté négativement. Mais j'ai envie de dire non, attendez, ce qu'on prend pour des choses complexes, ce sont des choses compliquées. La complexité, nous sommes tous aptes individuellement à naviguer spontanément, avec aisance, et j'allais me dire avec une certaine grâce, dans la complexité. C'est ce que fait cette jeune femme. Elle ne fait pas du vélo, elle navigue dans la complexité. Elle va d'un point A à un point B en ville. La science de l'équilibre à bicyclette, la science de la cinétique, sont des choses extrêmement compliquées pour le coup, qui nécessiteraient plusieurs volumes de mathématiques. Ce qui peut survenir sur son trajet, un piéton qui traverse, un camion qui la double, une voiture qui s'arrête juste devant elle, un feu qui change de couleur, sont des événements qu'elle ne peut pas prévoir, qu'elle ne peut pas maîtriser. Et pourtant, elle va s'y adapter de manière dynamique. Ça démontre bien que nous sommes tous humainement aptes à naviguer dans cette complexité et qu'il faut qu'on soit capable de retrouver cette aisance collectivement. C'est un des autres enjeux aussi. Et enfin, vous vous souvenez de cette petite phrase fondatrice de la modernité qu'on doit à Descartes, qui dit que le destin, le devoir de l'homme, c'est de se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est toute notre quête à l'humanité depuis le néolithique, depuis l'invention de l'agriculture, que nous avons accélérée et renforcée avec la révolution industrielle, avec la révolution agricole. Nous avons horreur du hasard, nous avons horreur de l'incertitude. Mais ce qui se justifiait à l'époque de Descartes est-il encore la règle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous devrions plutôt être comme le surfeur que nous voyons là. Ce surfeur ne maîtrise pas la vague. Il n'est pas possesseur de la vague. Il ne contrôle pas sa direction, sa puissance, sa force, sa vitesse. Et pourtant, toute son agilité, toute son habileté, j'allais dire, c'est de rester le plus longtemps possible à la surface de la vague. En toute humilité, sachant qu'il ne contrôle rien de la vague. C'est une métaphore de la relation entre les humains et les vivants non humains sur cette planète, entre nous et ce que nous appelons la biodiversité aujourd'hui. Nous ne maîtrisons pas la biodiversité, nous ne maîtrisons pas le vivant, nous ne maîtrisons pas les processus qui animent la biosphère, et pourtant nous en dépendons chaque jour pour ce que nous respirons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et pour notre économie et toutes les richesses que nous créons avec l'économie. Donc il faut être capable de retrouver cette agilité du surfeur, une économie agile, capable de surfer le plus longtemps possible à la crête de l'évolution. Et c'est à ça que nous invite la permaéconomie. Et c'est aussi une invitation à opérationnaliser le développement durable. Vous voyez ce schéma, il est extrêmement connu. Alors j'ai eu une surprise il y a quelques jours, j'étais en Chine, je commençais toujours mes conférences par ce schéma en disant ce schéma, tout le monde l'a bien vu, bien évidemment. En fait, en Chine, personne ne l'avait vu, c'est une grande surprise. Ici, je pense que vous l'avez à peu près tous vu. Si vous levez la main, je ne la verrai pas de toute façon. Mais en gros, les mots sont très bien choisis. Mais ce que nous avons là sous les yeux, c'est un programme politique, c'est une déclaration d'intention, certes très belle, mais qui ne me dit absolument pas ce qu'il faut faire et comment je peux agir pour aller vers cet objectif de développement durable. D'où l'idée de remettre les choses à leur place, dans l'ordre, avec l'idée notamment que proposait déjà il y a quelques années René Passé, un économiste, qui était de dire mais finalement ces trois sphères, elles ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont imbriquées les unes dans les autres. La sphère écologique, c'est la biosphère, c'est notre maison commune à nous tous, organismes vivants, humains et non humains. L'espèce humaine, l'anthroposphère, se développe donc au sein de la biosphère qui constitue notre limite. Et le sous-système économique est un instrument inventé par l'humanité pour créer, pour distribuer, pour répartir des richesses. Et donc c'est un sous-ensemble de l'anthroposphère. Une fois mis en ordre comme ça, je parlais de systémique, ce qui est important, ce sont les relations plus que les entités. Et ce qu'on commence à comprendre quand on voit les relations, c'est que la biosphère dépend d'un moteur externe, qui est le Soleil, et qui nous envoie toute l'énergie dont nous avons besoin en permanence à travers la capacité des plantes et des algues à produire de la matière organique complexe, simplement à travers l'énergie du Soleil et la photosynthèse. Et après, vous avez, entre ce sous-système économique et l'anthroposphère, des relations. Le système économique consomme du temps, du travail, des compétences, et il renvoie bien sûr des rémunérations et des contreparties financières, du lien social éventuellement, mais aussi parfois de l'aliénation, parfois des inégalités, parfois de la perte de sens. Le système économique consomme aussi des ressources naturelles, bien évidemment. Il consomme de l'eau, il consomme du bois, il consomme des ressources fossiles, il consomme des minéraux que nous allons chercher dans des mines, et il renvoie un certain nombre d'externalités, d'impacts, de destruction, de pollution, de dégradation et d'artificialisation. Quand on commence à aller
vers un système comme celui-ci, la permaéconomie, on commence à comprendre finalement que ces relations, c'est là-dessus qu'il faut agir. Et si on veut opérationnaliser le développement durable et aller vers cet avenir souhaitable que je nous souhaite à tous bien avant 2030, mais l'avenir commence dès aujourd'hui, et c'est dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, qu'on commence à préparer ce qu'on aura réussi en 2030, on commence à voir que toutes les briques sont là. Les exemples dont on parlait à l'instant, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, le biomimétisme, ce sont des concepts dont on parle depuis quelques années déjà. La finance participative, le crowdfunding, les monnaies complémentaires sont des instruments qui sont là déjà aujourd'hui aussi et qui permettent, si on les assemble, si on les intègre dans cette vision, d'assembler cette nouvelle économie de demain. Cette nouvelle économie, elle sera inspirée de la permaculture, d'où son nom, la permaéconomie. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? C'est un mode de production agricole qui vise finalement une double production. Une production pour nous, une production de fibres, de textiles, de matériaux et bien sûr de denrées alimentaires, mais aussi une production pour le sol. La permaculture est une agriculture régénératrice qui permet d'enrichir la fonctionnalité écologique des sols, qui permet d'enrichir la capacité des sols à conserver l'eau, à fixer le carbone, à fixer les nutriments. Donc la permaculture nourrit les hommes, mais nourrit le sol aussi. La permaéconomie, c'est une économie qui vise, elle aussi, non pas une double, mais une triple production cette fois-ci. C'est une économie qui va effectivement produire des biens et des richesses, mais c'est aussi une économie qui va réinvestir dans le capital naturel, c'est-à-dire réinvestir dans la fonctionnalité écologique des écosystèmes. Ça commence à se faire, il y a des expériences un petit peu partout, on commence à parler de solutions basées sur la nature, on commence à parler d'adaptation au changement climatique, on sait aujourd'hui restaurer des écosystèmes dégradés, on sait restaurer des cours d'eau et des zones humides dégradées, on commence petit à petit à apprendre le réinvestissement dans le capital naturel. Et donc ça, c'est le socle de la création de richesses de demain. Mais la permaéconomie réinvestit aussi dans le capital social, dans le capital humain, dans les compétences, dans les systèmes d'apprentissage, dans les systèmes d'accès aux soins, dans les systèmes de coopération. Et la permaéconomie nous permet de comprendre ces principes d'agilité, d'innovation, de mouvement, d'adaptation au changement, plutôt que de résister à ce changement. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on coopère de manière beaucoup plus agile les uns avec les autres, entre acteurs économiques. Et c'est là qu'intervient la confiance. C'est qu'on ne coopère pas si on n'a pas confiance. Et la permaéconomie, elle dépend de cette confiance, mais elle restaure cette confiance. Et donc la confiance est au debout. Et c'est bien l'élément de conclusion de mon propos, c'est que la permaéconomie, elle existe déjà là aujourd'hui. Toutes ces petites briques, tous ces composants sont là dès aujourd'hui. Il suffit simplement de les regarder dans leur ensemble, de regarder comment tout ça peut fonctionner, de tirer parti de ces nouvelles opportunités, plutôt que d'avoir peur de l'avenir, d'avoir envie de cet avenir-là, et de regarder comment on va ensemble pouvoir réinvestir dans ce capital naturel, réinvestir dans le capital social, et créer ces conditions de la confiance à nouveau. C'est là-dessus que j'ai envie de conclure, c'est de dire que la permaéconomie, c'est une économie prospère, au sens large, et non pas seulement au sens strict du terme. Merci.